Et maintenant... Voici Frédéric Becbédé. Alors Frédéric, ce tragédie des Bee Gees, c'était à la fois pour le sujet de votre livre et à la fois pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui, alors la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien. C'est de l'eau, hein. C'est de l'eau. Ah, merci beaucoup, merci. Non, c'est pas de l'eau en plus. C'est incroyable. C'est quoi, de la vodka? C'est-à-dire qu'ici, on vous sert énormément de vodka tonique. Une fille très charmante, très jolie. Qui s'appelle Hendrika. Voilà, qui En topless, elle est très bien, Enrica. elle passait son temps à venir me voir. Est-ce que vous voulez encore un verre? Je disais oui, etc. Et tout ça se passait d'une manière sympathique, jusqu'au moment où je me suis dit que j'étais trop éméché pour parler d'un livre qui est important pour moi. Bah, qui est important Et tout, qui est tout un court, livre oui. assez grave, et voilà. Mais c'est bien, dans la rue, effectivement, là, tous les gens, pendant une semaine, m'ont Vous allez arrêté, demandaient comment j'allais, si je connaissais l'aspect Mille, le Siboldine. Donc, finalement, c'est une belle aventure. Votre C'est maman, super, la télé. Frédéric, votre maman, vous lui avez dit je fais Ardisson, regarde, et quand elle vous a vu tomber dans la loge... Ouais, bah oui, non, je voudrais dire aux gens qui nous regardent, ne faites pas ça chez vous. C'est mal, il ne faut pas. Frédéric. Vous vous souvenez de ça? C'était il y a un an. Mon employeur furtif. Ouais. Frédéric Omar a fait une émission sur Canal+, qui s'appelait l'Hyper Show, qui a été une catastrophe. Un an après, le garçon qui l'a remplacé fait pareil, mais avec 3 fois plus d'argent. Donc finalement, on se dit que c'est la case qui est maudite. Frédéric, ça vous dédouane d'une certaine façon. Je trouve que c'était peut-être pas si catastrophique que ça, puisque maintenant, effectivement... Et alors un an après, vous êtes au sommet. Votre livre est l'événement littéraire de la rentrée. Vous avez décidé en plus, tellement ça marche, de faire 2 télés. Tout le monde en parle, et CNN. Qu'est-ce qu'il y a de plus chic? Je vous le demande. Hein? Être Omar Sharif, c'est plus chic, par exemple. Le Figaro Magazine vous appelle le nouveau BHL. Avant, c'était François Nourrisson. Ouais, oui, c'est vrai. Maintenant, c'est le nouveau BHL. Voilà. C'est vrai que vous faites beaucoup de choses, hein, même si vous n'avez pas fait de télé depuis quelques temps. Vous êtes toujours critique littéraire quand même, hein, au journal Voici, toujours DJ dans des soirées, j'espère. Et vous êtes devenu éditeur, Frédéric, entre-temps, directeur littéraire chez Flammarion. Vous dites, Frédéric, qu'éditeur, finalement, c'est attaché de presse de luxe. Ça peut être aussi comme un portier de boîte de nuit. Vous dites, toi oui, toi non, toi reviens dans 6 mois. Ça va pas être possible. Toi, ta femme oui, mais toi non, etc. C'est un peu comme ça. Alors, c'est l'écrivain que nous recevons ce soir. Après L'amour dure 3 ans, 99 francs, qui a été traduit en 20 langues et qui sera bientôt adapté au cinéma par Antoine Decaune avec Édouard Baird. Hein. Encore un qui a intérêt à ne pas faire trop de télé non plus, Édouard Baird. Hein. Et aujourd'hui, vous publiez donc chez Grasset, Frédéric, un bouquin qui s'appelle Windows on the World. Bonsoir. Bonsoir. Paulo Coelho. Je l'ai reconnu tout de suite. C'est une soirée de grands écrivains. Excuse-moi, Frédéric. C'est le nouveau jeu de Bafi. Paulo Coelho, l'alchimiste. Paulo Coelho est là. Merci beaucoup. Dans votre nouveau livre, Frédéric, Windows on the World. Alors, les critiques professionnelles disent que c'est votre meilleur roman. Je le pense aussi, bien que n'étant pas critique professionnelle. En tous les cas, c'est l'événement littéraire de la rentrée. C'est le cas de le dire. Tout le monde en parle. Il y a eu, j'ai fait le compte, autant de mots écrits sur votre livre depuis qu'il est sorti qu'il y en a dans votre livre. Voilà, c'est un peu... En 15 jours, quoi. Oui, c'est... François Nourricier a dit, en parlant de ce livre, comme quoi on peut avoir du succès et du talent. Alors là, dans ces cas-là, il faut hocher la tête poliment. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Pas trop de fausse modestie, mais en même temps, c'est vrai que, je trouve peut-être c'est excessif. Ouais. En même temps, je me dis, souvent il y a des gens qui ont du succès qui sont nuls à chier aussi. Donc c'est ça le risque. Enfin là, tous les critiques sont d'accord pour dire que c'est vachement bien. Qu'est-ce que c'est les Nubians? Les Nubians, non? Les suprêmes, les moins... Tout le monde peut jouer à la maison. Vénus et Serena. Ah, les sœurs Williams. Bravo. Merci, merci. Bon, Laurent, on va essayer de parler de livre de Frédéric. En même temps, c'est pas un casting qui a été fait avant. Il faut dire que c'est le marché du jour. Bien, alors, si on voulait résumer ce livre en 2 mots,
Moi, je dirais avion destruction, puisque ça parle de l'attentat du 11 septembre, et autodestruction, puisque vous parlez de vous et d'une façon assez masochiste parfois, je trouve. Alors, Bois un coup, c'est mieux quand tu bois. Mais je sais pas ce que c'est bizarre ce truc. alors dans ce roman catastrophe, qui est la première dimension du livre, vous allez au-delà des images, puisqu'évidemment, nous, on a vu ça de l'extérieur, hein, et vous imaginez comment ça s'est passé pour ceux qui étaient bloqués entre le point d'impact des avions, de l'avion, et puis le toit, finalement, parce que ceux-là, ils étaient, vous dites, comme dans une espèce de chambre à gaz. C'est évidemment un huis clos terrifiant et on n'a pas de témoignages, très peu. On a très peu on n'a aucune photographie, aucune image. Et c'est ce blackout, hein, cette censure tout à fait légitime de la presse américaine que j'essaie de braver, disons, avec la fiction, avec l'imagination. Je me dis que le roman a peut-être cette utilité-là de pouvoir entrer dans des lieux interdits. Oui, enfin, ce qui est incroyable, c'est quand on a publié les appels qui ont été passés sur des boîtes vocales par les gens qui sont morts là, finalement, c'est pas très loin de ce que vous racontez dans le bouquin, et c'était publié après la sortie du livre. Et ce qui est très curieux, en fait, c'est de s'apercevoir que, effectivement, à partir d'une documentation finalement assez limitée suite à cette censure, eh bien, on arrive à trouver la vérité, quoi. C'est comme on parle beaucoup de Cocteau en ce moment, qui disait « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Peut-être que le roman, c'est la même chose. Alors, on vit cette catastrophe de l'intérieur, donc, à travers un père qui est venu là, un père d'une quarantaine d'années, agent immobilier, qui a amené ses deux enfants au Windows pour un breakfast. Alors, c'est très fort votre truc parce que vous utilisez le procédé de Benigni dans La vie est belle. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le dites d'ailleurs, vous dites, voilà, c'est un peu comme Benigni. Sauf que c'est comme un magicien qui fait un tour, il te l'explique, tu dis, ouais, bon, j'ai compris. Et quand il refait, bon, on marche encore. Ben, Frédéric, c'est pareil avec son bouquin. C'est-à-dire qu'il nous dit, je vais vous faire un coup à la Benigni. Effectivement, le père fait croire à ses enfants que c'est un jeu. Un parc d'attractions, voilà, en fait. Il leur explique, le restaurant, il bouge, c'est normal, il y a des rivets hydrauliques. La fumée que vous voyez, c'est des fumigènes. Les figurants qui crient, c'est des gens payés. Il essaie de calmer leur peur, comme ça, à travers le jeu. Et puis ensuite, ça se retourne, on rentre dans la tête des enfants, et ce sont les enfants qui imaginent que leur père, c'est Clark Kent, il va se transformer en super-héros. Oui, ils disent toujours, papa, on attend tes super-pouvoirs. C'est extrêmement poignant. Mais c'est basé sur une histoire vraie? Basé sur des faits réels. This is a true story. Alors ça, c'est ce que j'appelle avion destruction, donc c'est la première dimension du livre. Et l'autre moitié, c'est l'autodestruction, car ce livre, vous l'écrivez, Frédéric Becbédé, au sommet de la tour Montparnasse, où vous allez prendre des petits déjeuners avec votre fille, pour essayer de vous remettre dans la même situation, d'une certaine façon. J'ai toujours parlé que de mon nombril, et c'est très compliqué, quand on n'a aucune imagination, de se lancer dans un roman purement fictif. Et donc, je suis allé dans un restaurant. Il y a assez peu de restaurants au monde qui sont en haut, au dernier étage d'une tour. Il se trouve qu'il y en a un à Paris, la tour Montparnasse, et donc j'étais là en train de prendre des notes et d'essayer d'imaginer les odeurs, les couleurs, les bruits. Et c'était un moyen pour moi de faire ce travail de cauchemar. D'un côté, il y a le côté best-seller, roman catastrophe à l'américaine, et de l'autre côté, il y a cette dimension, le roman en train de s'écrire, le making-of, le work in process. Et on voit Frédéric qui écrit son bouquin avec sa fille, c'est très littéraire, c'est très européen, ça rajoute la dimension européenne au bouquin. Et alors dans votre volonté comme ça de faire un roman total, il y a aussi des photos dans votre livre, il y a 2 photos, il y a un moment aussi où la typographie prend la forme des tours du World Trade Center, enfin... T'as vu le manque d'alcool, ce que ça donne? Ouais, vous êtes comme une sorte de funambule, comme ça, qui marchait entre le World Trade Center et la tour Montparnasse. Faites des allers-retours, hein, c'est ça ce bouquin. Hein. C'est très curieux. C'est très curieux parce que, bon, il y a 3 endroits, il y a la tour Montparnasse, le World Trade Center et le Concorde. Et il y a deux des 3 endroits qui déjà n'existent plus. Alors la tour Montparnasse... Ben écoutez, c'est dommage que la tour Montparnasse existe encore. D'ailleurs, vous dites que quand on est au sommet de la tour Montparnasse, c'est génial parce que c'est le seul endroit d'où on la voit pas. Voilà, c'est la plus belle tour Eiffel à l'époque. Hein, tu te rappelles, Omar? Quand ils ont construit la tour Eiffel, Omar. La tour Eiffel. Alors dans ce making-of parallèle de l'histoire donc du World Trade Center, finalement vous faites une espèce d'examen de conscience, de bilan par rapport à cet autre quarantenaire qui lui est mort là-bas. Et finalement vous réfléchissez comme lui, comme votre héros, à la paternité.
Oui, je crois derrière les deux tours, le sujet du livre, c'est ça. C'est ce que ça m'a fait quand j'ai vu cette tragédie, d'avoir donné la vie et toute cette culpabilité, mon irresponsabilité aussi, de jeune père un peu inconséquent. Et puis voilà, cette magnifique catastrophe m'a un petit peu amené à me poser des questions, tout simplement, sur les années 70, années de mon enfance, qui sont attaquées elles aussi, puisque c'est la date où on a construit le World Trade Center. Donc tout ça s'entremêle un petit peu, j'espère de manière, oui, funambulesque, sans tomber trop. Non, ça va. Et culpabilité aussi du père qui a abandonné la mère et l'enfant. Oui, il me semble que l'absence du père est une réalité nouvelle, que depuis les années 60, la libération sexuelle, qui est une très bonne nouvelle, en même temps, voilà, 62, Hollywood, tout ça, j'ai suivi, hein. Mais c'est vrai que ça, c'est très positif. C'est aussi ça qui est attaqué aujourd'hui par les fanatiques islamistes, c'est ça qui est menacé. Et en même temps, ça a aussi des aspects négatifs. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de construire une famille aujourd'hui quand on est un garçon un petit peu écervelé comme moi. Mais là, d'un seul coup, vous rigolez plus, quoi. D'un seul coup, le cynique est en larmes, là. C'est, par rapport à mon roman précédent, effectivement, sûrement un livre plus grave, plus plombant. Je remarque d'ailleurs que j'ai totalement plombé l'ambiance. Des messages pour dire que les gens chez eux sont morts de rire. Donc c'est pas plombé partout. Et oui, peut-être j'avais envie, après avoir, si jamais je les ai fait rigoler au précédent, peut-être essayer là de jouer plus sur les émotions. Céline disait que la littérature, ça servait uniquement à ça. Ouais, moi j'ai marché. Alors, Omar Sharif, vous allez écouter tout ça, vous allez lire le livre de Frédéric, vous allez voir, je veux vraiment. Mais vous, quand il y a eu le 11 septembre, vous avez réagi comment? J'ai eu la peur de ce qui allait, non seulement ce qui était arrivé, ce que je voyais, mais j'ai aussi eu la peur des conséquences sur le peuple arabe, sur le peuple islamique, le peuple musulman. C'est-à-dire que effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour nous, les Arabes, je veux dire. Le monde est devenu un endroit beaucoup plus difficile, plus compliqué pour nous. On est regardé avec méfiance tout le temps. Par exemple, là, j'étais en train de remplir mon formulaire pour prendre mon visa pour aller en Angleterre. Et j'ai vu, alors qu'il y avait des questions, avez-vous jamais participé à un acte terroriste? Avez-vous jamais... Oui, oui, partout. Terrifiant, je veux dire. Il y a des choses qui ont changé d'une façon terrible. Le regard du monde sur le monde arabe et sur le monde islamique a changé complètement. Ça, c'est vrai que c'est peut-être aussi dû à la simplification audiovisuelle. C'est pas pour critiquer mon ex-métier, mais c'est vrai que la télé fait que les gens sont assimilés à leurs dirigeants. C'est-à-dire que, par exemple, on va détester les Américains à cause de George Bush, ou on va détester les Arabes à cause de Ben Laden, ou détester les Français à cause de Dominique de Villepin, peut-être. Et ça, je crois que c'est nouveau, ça n'a pas toujours été comme ça. On sait très bien qu'en démocratie, énormément de gens ne sont pas d'accord avec leurs dirigeants. Alors Frédéric Beigbeder, donc le bouquin s'appelle Windows on the World, c'est chez Grasset. Vous n'êtes toujours pas numéro 1, vous êtes toujours numéro 2, non? Oui, je suis le Poulidor de la rentrée. Il serait temps quand même, Frédéric, je comprends pas ça. Non, c'est normal parce que devant moi, j'ai Eddy Merckx, j'ai une romancière belge. Amélie Nothomb avec Ante Christa chez Albin Michel. J'imagine d'ailleurs qu'après cette émission, vous allez devenir numéro 1, sinon c'est pas possible, Frédéric. Je compte un peu sur vous, essayez de faire votre boulot. Vous allez avoir un prix, non? J'ai vu que vous étiez sur la liste du Renaudot et du Goncourt. Des alcooliques pas anonymes aussi. Oui, c'est ça. Prix du vomi. Non, c'est vrai que je pensais à ça, c'est que je voudrais préciser que je n'ai absolument pas vomi. Depuis une semaine aussi, les gens me disent « Ah, c'est dégueulasse, etc. » Et en fait, le vomi, c'est vachement glamour quand c'est sur MTV, Jackass, mais quand c'est moi, c'est juste minable. Donc, pas du tout, il faudrait bien qu'on arrête d'en parler. Vous avez toutes les chances d'avoir le Goncourt, là. Alors là, j'en sais rien. Non, vous savez, c'est le centenaire du prix Goncourt et mon roman. Ils sont capables de le donner à un centenaire. Non, mais mon roman a un titre en anglais. Et je trouve que pour le 100e anniversaire du prix Goncourt, je ne sais pas s'ils auront envie de le donner à un titre en anglais. Frédéric, en tous les cas, chez nous, vous êtes récompensé ce soir. La carte de bon client. Mieux. Il n'y a pas mieux. Si. Il y a le Panthéon, Frédéric, le Hall of Fame.
Non, Ah non, bah c'est si. Omar Sharif. Ah non, non, c'est vous, Frédéric. Non, non, Omar Sharif, il a déjà eu des Oscars, lui. C'est vous, Frédéric. Voilà, Méline, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Frédéric Becbédé entre dans le panthéon de Tout le monde en parle. Eh oui. À côté de Pierre Palmade. Voilà. Alors Frédéric,